Voilà pour le contexte. Jim et deux experts avec nous pour aller plus loin ce soir. Oui, un visage qu'on connaît bien dans nos émissions, c'est celui de Frédéric Moreau, qui est chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions de défense européenne. Et puis à ses côtés, c'est Kurt Engelen, qui est commandant et directeur du Centre d'études de sécurité et défense. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Le Monde Orient. Tout d'abord, Frédéric Moreau, est-ce qu'il y a le moindre doute sur la responsabilité ou non de la Russie dans tout ce que Jim vient d'expliquer ? Non, aucun. J'ai laissé planer le mystère un petit peu. Non, enfin, sur les drones, aucun. Ce sont des drones russes, clairement identifiés comme tels. Sur la violation de l'espace aérien estonien, aucun. On pourrait rajouter aussi la violation de l'espace aérien roumain par des drones russes, aucun. Sur les cyberattaques, Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil, je serais tenté de dire. Quant aux drones qui ont survolé l'aéroport de Copenhague et celui d'Oslo, bon, il ne faut pas être grand clair. Pudiquement, la Première ministre, Mette Frederiksen du Danemark, dit c'est un acteur compétent. Oui, ok. Tout le monde a compris que c'est pas des petits drones qu'on achète au supermarché. On peut, sans être grand clair, imaginer un porte-conteneur de la flotte fantôme russe qui passe. Tiens, curieusement, en même temps, à Oslo et à Copenhague, c'est pas très loin. C'est des gros drones. Bon, il faut pas être grand clair. Aucun doute là-dessus. Kurt Engelen, pourquoi ils font ça selon vous, les Russes ? Mais il y a plusieurs niveaux d'analyse dans ce cas-ci. Clairement, une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est communiquer. À chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, on communique sur l'événement et donc ça leur permet de se profiler. D'un point de vue militaire, ça leur permet de tester les réactions et de regarder comment nous réagissons. Et nous avons tendance à être très, très transparents. Nous commentons dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux. On donne profusion d'informations sur la manière dont nous avons réagi et sur la manière dont nous allons traiter l'information. Donc je veux dire, il leur suffit d'ouvrir leur poste de télévision et d'écouter, et ils reçoivent quasi un condensé de notre doctrine d'intervention. Et puis ils vont vérifier de quelle manière, combien de temps ça nous prend, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les types d'appareils qui sont envoyés. Qui se chamaille avec qui aussi, peut-être, à ce moment-là ? Et bon, dans le cas de l'Union européenne, oui, peut-être de regarder qui sont les pays qui sont les plus volontaires, quels sont ceux qui sont plus réticents. Donc il y a plusieurs clés de lecture à avoir. Une clé de lecture qu'on néglige parfois un peu, c'est l'utilisation qu'ils font de ces événements dans ce qu'on appelle la guerre cognitive. C'est-à-dire de quelle manière ceci va influencer des opinions publiques ou même certaines élites, et où ils peuvent voir combien de temps, politiquement, aura-t-on besoin lorsque quelque chose se produit pour avoir une réaction qui soit adéquate. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a aussi un mot que vous n'avez pas cité, Kurt Engelen, Frédéric Moreau, beaucoup ont parlé aussi d'intimidation. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous aussi ? Alors, justement, on a beaucoup insisté dans les analyses de ces incursions sur l'aspect test. Personnellement, j'ai du mal à acheter cette thèse. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un test. C'est principalement destiné à semer le chaos, c'est-à-dire faire de l'intimidation, c'est de la provocation. L'exemple des 3 MiG-31 pénétrant l'espace aérien estonien est tout à fait révélatrice. Il n'y avait pas de menée agressive. Ils ont tangenté l'espace aérien. Donc, ils peuvent dire... Certains ont parlé d'erreur, mais ça paraît complètement inconcevable. Non, ça se passe pas comme ça. Non, c'est évidemment pas. Mais ça peut être... Les Russes sont en droit de dire « Ah ben, ils se sont trompés ». Ou plus exactement, c'est vous qui interprétez ça, mais comme ça, une violation, mais pas du tout. Mais pas du tout. Nous étions dans le chenal, etc. Ce sont des intercepteurs qui étaient donc des intercepteurs RR, donc qui n'étaient pas destinés à attaquer, à faire une attaque au sol contre... Voilà. J'ajoute, et c'est très important, que les avions russes n'ont pas besoin de rentrer dans l'espace estonien pour mener des actions agressives sur le sol estonien. Donc tout était fait
pour que ça ait l'air d'être quelque chose de normal et pas une agression. Si nous avions réagi en abattant l'un des appareils, les Russes auraient été en droit de dire vous nous attaquez et donc de riposter. Le but du jeu, et je rejoins tout à fait le commandant Engelen, c'est vraiment de semer le chaos. C'est une opération psychologique. Tout ça, ce sont des opérations psychologiques. Ce n'est ni plus ni moins que la poursuite de la guerre hybride que la Russie mène contre les États européens depuis belle lurette. Rien de nouveau sous le soleil. Kurt Engelen, on disait ça crée le chaos, mais est-ce que ça pourrait aussi nous fédérer les opinions publiques aujourd'hui européennes autour de ce même ennemi que serait la Russie ? Je crois que sur le plus long terme, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a aujourd'hui des réactions et au niveau des États, il y a des investissements qui se font qui étaient impensables il y a encore quelques années. Donc sur le plus long terme, oui, on se rend bien compte qu'il est temps de se préparer à une confrontation. D'être plus ferme. J'écrivais ça il y a 10 ans, vous savez. J'écrivais il y a 10 ans que la confrontation était inévitable et qu'elle était simplement politiquement inévitable. Et que donc il fallait arrêter de chercher une commune mesure ou un terrain d'entente et qu'il fallait consacrer son énergie à se préparer à la confrontation qui allait venir. C'est important ce que vous dites là, Kurt Engelen. Et cette confrontation, qui la souhaite aujourd'hui ? C'est la Russie qui veut déclencher la guerre avec l'OTAN ou est-ce que c'est l'OTAN qui, d'une certaine manière, à un moment, que ce soit causé par un accident, une incursion, va devoir vraiment aller la chercher, cette confrontation ? Alors, l'OTAN est une alliance qui est défensive par nature. C'est-à-dire que dans le traité de l'Atlantique Nord de 1949, on précise très très bien dans quel cadre on travaille et dans la défense contre une agression extérieure. Donc, il n'y a pas de plan au niveau de l'OTAN pour une attaque de la Russie. Donc, par contre, quand on regarde la doctrine, qu'elle soit politique ou qu'elle soit militaire d'ailleurs, de la Russie, c'est clairement une doctrine qui est une doctrine qui rejoint les théories de relations internationales réalistes, qui est à partir du moment où on a un sentiment qu'on a une suprématie, eh bien, on passe à l'action. Pour gagner la partie de territoire qu'on peut engranger. Mais ce n'est pas neuf, vous savez, ils étaient comme ça déjà au XVIIIe siècle et les systèmes changent, mais la politique impérialiste et expansionniste, elle reste la même depuis des centaines d'années. Frédéric Moreau, juste une réaction aussi, mais c'est vrai que quand on voit les mots d'Emmanuel Macron qui appellent à une réaction proportionnée, c'est quoi une réaction proportionnée dans ce cas-là ? Alors dans ce cas-là, c'est sur le cas par exemple, ça dépend des cas. Sur les avions russes, il faut évidemment mettre en œuvre les procédures qui existent déjà et qui ont été mises en œuvre au sein de l'OTAN, c'est-à-dire reconduire l'avion à la frontière. Et voilà. Je pense que pour ce qui est des drones, en revanche, c'est plus facile, il faut les abattre. Il n'y a pas d'humain dedans. Ça, il n'y a pas d'humain dedans. Voilà. Mais je pense que ça serait le meilleur service qu'on puisse rendre à Vladimir Poutine que d'abattre un avion de chasse qui serait sur des critères de tangibilité, des critères limites. C'est ce qu'a dit Donald Trump, c'est ce qu'a rappelé aussi Ursula von der Leyen. Donald Trump n'a pas été dans ce niveau de finesse. Il a dit. Donald Trump, je vous ai passé l'extrait. Oui, il a dit s'il y en a un qui rentre là-bas, il a dit oui. Ben oui, mais c'est idiot. Excusez-moi. Ça dépend typiquement de quelle est l'intention, quel est le contexte. On ne la bat pas comme ça n'a pas de sens. Sinon, vous donnez exactement le bâton pour vous faire battre. Ouais, on va vous laisser boire un petit coup d'eau, Frédéric. Vous voulez réagir justement, Kurt Engelen ? Oui, je rejoins mon collègue ici. Donc, dans le cas de l'incursion en Estonie, il n'y avait pas de menace directe. Je pense que la réaction a été la bonne. On a fait décoller des avions, on les a interceptés, on les a C'était proportionné. Certains disent que parfois c'est un peu trop timide. Alors, moi, je pense que globalement, il y a un certain nombre de personnes. Je parle par exemple des Polonais et du président tchèque qui ont fait des déclarations très fermes, qui ont dit voilà, si vous allez rentrer dans notre espace aérien, lisez entre les lignes et que c'est d'une manière agressive, eh bien nous allons vous abattre. Justement, on va écouter ce qu'a dit Radoslav Sikorski, qui lui aussi a durci le ton, comme vous le disiez, écoutez.
I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. Thank you. Kurt Engelen, on le voit effectivement, il durcit le ton aujourd'hui. Avec un ton comme le sien, qu'est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui des Russes qui entendent ça? Une escalade? Mais écoutez, c'est un superbe exemple de dialectique ici. Si vous écoutez bien ce qu'il a dit, il n'a pas dit « nous allons vous abattre ». Il a dit « si vous rentrez et qu'un de vos avions est abattu, il ne faudra pas venir vous plaindre après ». Donc il a été très prudent. Le président Petr Pavel tchèque a dit quelque chose dans les mêmes tons. Je le connais bien, je l'ai côtoyé à l'OTAN. Il était président du comité militaire. Moi, j'étais un jeune officier d'action. Mais c'est quelqu'un qui était très abordable et c'est tout sauf un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui est très pondéré, qui est très mesuré et qui, encore une fois, dans sa manière de s'exprimer, a dit exactement ça. Et moi, je trouve que c'est une très bonne réaction. Je posais la question à Frédéric Moreau, à Kurt Engelen, demandant si ce n'était pas une réaction timide aussi. Alors non pas ce qu'a dit ici le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de Pologne, mais si ça s'était passé, ce qu'on a dit donc sur l'Estonie, la Pologne, la Roumanie, si ça s'était passé au-dessus de Paris, au-dessus de Bruxelles, au-dessus de Londres, au-dessus de Berlin, est-ce que là on aurait une toute autre discussion avec vous deux? Alors, vous savez, on est dans l'épais brouillard de la guerre. Et dans l'épais brouillard de la guerre, à l'instar de la déesse Athéna, il faut être clairvoyant. Voilà, il faut voir dans l'épais brouillard de guerre. Un avion de chasse russe qui survole Paris, c'est un cas d'espèce tout à fait différent que tangenter l'espace aérien estonien. Il n'y a pas d'espace pour l'erreur, pour les justifications. Il n'y a pas d'espace pour l'erreur. Vous ne le laissez pas, vous l'abattez, c'est évident. Vous ne le laissez même pas arriver à Paris. Et j'espère que je suis sûr même que la chasse française fera son devoir. Mais c'est un cas tout à fait différent. Ici, c'est une provocation. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour semer. Il joue avec les. Enfin, écoutez, c'est une surprise. Ce qu'il fait depuis longtemps. Mais déjà à l'université Andropov, Vladimir Poutine a été viré parce qu'il faisait prendre trop de risques à ses camarades. Enfin, c'est de notoriété publique. Donc c'est quelqu'un qui aime jouer avec les lignes. Donc il va tangenter. Il ne va pas rentrer dans l'espace, il ne va pas survoler Berlin, il ne va pas survoler Varsovie. Ce que dit le ministre de la Défense, Sikorski, est tout à fait juste. Mais parce que là, ce n'est pas envisageable. Ils ne vont pas jouer à touche-touche sur l'espace aérien. D'accord avec ça, Kurt Engelen? Il y a eu un cas en Belgique. Vous savez qu'il y a un MiG russe qui s'est abattu pendant la guerre froide. C'est un avion, dans le cas qui nous occupait, c'est un avion dont le pilote s'était éjecté et l'avion il a continué sa trajectoire, il est venu s'écraser en Belgique. Ce que je veux dire par là simplement, c'est qu'il faut être, comme le disait Frédéric Moreau, il faut être clairvoyant. Quand vous faites une analyse militaire, il y a des procédures. Vous avez une incursion, vous faites décoller des avions, ils doivent avoir un contact visuel, ils doivent regarder est-ce que l'avion est armé, et on fait à ce moment-là une évaluation. Est-ce qu'il représente une menace? S'il représente une menace, il y a une décision qui peut être prise en fonction du cadre politique qui est en vigueur de éventuellement l'abattre. Oui. Mais ce n'est pas systématique. Il faut toujours bien regarder est-ce que l'action qu'on va entreprendre est proportionnée, est judicieuse, et est-ce qu'elle ne va pas mener inutilement à une escalade? Ouais, et Nico posait la question de savoir qu'est-ce qu'on a à craindre des Russes. J'aimerais juste rappeler à ceux qui nous suivent qu'il y a une dizaine d'années, c'est la Turquie qui était confrontée à ce problème. Ils ont abattu cet avion sans pour autant déclencher une guerre mondiale ou une riposte russe à la hauteur peut-être de cette action-là. C'est un cas qui est souvent cité, mais qui est décontextualisé complètement. En termes de rapport de force ou plutôt Non, en termes de contexte. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte de guerre, avec une aviation russe qui appuyait des troupes au sol pour la Syrie, qui appuyait les troupes au sol de Bachar el-Assad, et des troupes, de l'aviation turque qui appuyait des troupes au sol de l'alliance djihadiste, tout ce que vous voulez. C'était un contexte de guerre. Il y avait eu plusieurs avertissements. Et là, il y a eu une pénétration contestable, mais ils n'ont pas hésité.
il ne faut pas oublier la suite des événements. La suite, c'est que la Russie a pris des sanctions contre la Turquie et que le président Erdogan a dû présenter des excuses. Ouais. Au président russe. Donc, encore une fois, il faut garder son sang-froid. Voilà, il faut être clairvoyant, garder son sang-froid. Est-ce que tangenter la ligne, c'est une action agressive? Non. Est-ce qu'on abat un avion pour ça? Non. Est-ce que si un avion rentre dans le ciel polonais avec des actions agressives? Oui, évidemment. Mais encore une fois, les Russes n'ont pas besoin de violer l'espace aérien des pays de l'OTAN pour mener des actions agressives sur le territoire de l'OTAN. Ça doit vous faire réfléchir, tout ça. Enfin, ça doit nous faire réfléchir. Kurt Engelen, vous vouliez réagir? Il nous reste 20 secondes. Oui, il y a un point qu'on n'a pas traité ici, c'est le cas des drones. Parce que nous avons eu le cas en Pologne où nous avons fait décoller des avions de chasse pour intercepter des drones qui se sont révélés être des leurs. C'est-à-dire ce sont les drones qu'on utilise pour créer un effet de masse et pour... pas très cher aussi. Et donc, ça veut dire qu'on a eu une intervention qui était bien menée, qui était correcte, mais qui, on doit en tirer les leçons. Et il faut bien comprendre qu'à l'avenir, on va devoir trouver d'autres moyens pour réagir à des attaques de drones. Et il faut s'inspirer de ce que font les Ukrainiens. Oui, on va en parler. Très bien compris. On va parler parce qu'on va aussi élargir cette discussion en parlant notamment de Donald Trump et de ce qu'il a dit aussi, Nico. Oui, avec un changement de ton, un changement d'attitude. Donald Trump qui encense Zelensky et qui commence à s'agacer du comportement de Vladimir Poutine. Marie-Jean Riès nous explique tout. Juste après ceci, le monde orient revient dans un instant. À tout de suite. Ça semble vous plaire. Nico, on va poursuivre notre discussion sur les inquiétudes liées au comportement russe et ses incursions dans l'espace aérien otanien. Oui, avec une des grosses surprises de cette semaine à l'ONU, le revirement de Donald Trump sur l'Ukraine. On en est loin des images de ce rapprochement avec Vladimir Poutine en Alaska et de ce tapis rouge dressé par Donald Trump. Marie-Jean Riès revient sur cette volte-face du président américain. C'était il y a un mois seulement, rappelez-vous, de cette poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un signe de rapprochement historique entre les deux dirigeants, mais qui n'aura pas duré très longtemps. Écoutez, le président américain, c'était mardi lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky. The Russian economy is terrible right now. As you know, it's crashing, and that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. Un complet revirement du président américain alors qu'il y a quelques mois seulement, il infligeait une véritable humiliation à Volodymyr Zelensky. Désormais, il complimente le président ukrainien. Écoutez encore Donald Trump. Well, he's a brave man and he's putting up one hell of a fight. And we'll see how that all turns out. But we're going to have a meeting, and we have about 30 meetings scheduled today. We have a lot of meetings scheduled today, going pretty late into the night. But this is an important one, and we have great respect for the fight that Ukraine is putting up. It's pretty amazing, actually. Bon, Frédéric Moreau, je ne sais plus comment analyser moi les déclarations de Donald Trump et ses revirements. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de ton dans ce cas-là? Écoutez, il est complètement foutraque, quoi. Enfin, je veux dire, il dit tout et son contraire. Ouais, au moins, ça va dans d'autres sens cette fois-ci. Il est maladivement égocentrique. La seule chose qui lui importe, c'est qu'on parle de lui. Son soutien à l'Ukraine après avoir humilié Zelensky, enfin déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine. Vous savez, c'est comme un amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, voilà. Quand on est dans le brouillard de guerre, encore une fois, on ne peut pas se fier au logos, on ne peut pas se fier à la parole. Il n'y a que les actes. Donc le jour où Donald Trump prendra des actes, voilà, il n'y a que des paroles. Voilà, c'est encore des paroles. C'est peut-être tout simplement une posture de négociation vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de Poutine, etc. Mais il faut arrêter d'essayer de comprendre ce que dit Trump. Trump est comme Poutine, un ingénieur du chaos. Il sème la confusion. Tout est inversé. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Frédéric, je vous coupe parce que Kurt Engelen, elle est importante quand même cette déclaration. Rappelez-vous, on avait peur que Trump et les États-Unis lâchent l'OTAN. Là, on a l'impression qu'il rassure aussi d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Mais comme le disait Frédéric Moreau, on est dans le déclaratif. Donc Donald Trump est quelqu'un qui vit
au moment où il parle pour un effet à très court terme sur un public qui est bien déterminé. Alors ici, en fait, quand on fait de l'analyse, il faut faire de la prospective, c'est-à-dire qu'il faut envisager plusieurs scénarios. Et il faut regarder de quelle manière les scénarios peuvent s'enchaîner. Quelqu'un comme Donald Trump, qui espérait recevoir le prix Nobel de la paix, qui veut montrer qu'il est l'instrument qui va permettre la rencontre entre les deux, sur ce moment-là, il le croit vraiment. Il le croit vraiment parce que c'est ce qui le sert à ce moment-là. J'écrivais en janvier de cette année-ci un papier sur 4 scénarios possibles pour l'Ukraine et je disais qu'il n'est pas du tout impossible qu'à un certain moment, lorsqu'il va se rendre compte de l'intransigeance de la Russie qui ne lâche absolument rien et qui n'a rien obtenu pour l'Ukraine, eh bien, pour ne pas perdre la face, il peut très bien du jour au lendemain faire exactement l'inverse et se présenter comme étant le grand défenseur de l'Ukraine. Et c'est ce qui est en train de se produire. Là, il est en train de regarder. Et si jamais maintenant, cette action-là permet à l'Ukraine de reprendre du poil de la bête et le dessus, il va dire c'est grâce à moi. Attendez, parce qu'il a été plus loin. Il a dit aussi que la Russie était un tigre de papier. Il nous a sermonné, nous, Européens, à l'ONU, en disant qu'on était un petit peu... Alors ça, il a raison, hein, qu'on faisait des sanctions, mais qu'en même temps, on continue à acheter du gaz russe. Il a même sous-entendu, c'est peut-être le plus dingue, que les Ukrainiens pourraient récupérer des territoires. Comment vous l'avez interprété, cette déclaration, Kurt Engelen ? Alors, les Ukrainiens, tout d'abord, ont toujours dit que leur but ultime était de récupérer l'entièreté de leur territoire. Beaucoup d'observateurs disaient à un moment, il fallait au moins se dire qu'on a sacrifié dans leur constitution. Mais je ne suis pas tellement d'accord avec l'analyse sur les sanctions. Quand on regarde les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, on en est au 18e, on est en train de préparer le 19e paquet de sanctions. Et quand on regarde par exemple l'action qu'ils ont entreprise contre la flotte fantôme russe, eh bien en fait on peut quantifier aujourd'hui ce qui se serait passé si l'Union européenne n'avait pas pris D'accord, mais ces ce que dit le mesures-là. président américain, c'est qu'il dit qu'il a découvert lui-même que des pays qui appliquaient ces sanctions, qui avaient en tout cas voté ces sanctions, continuaient par certains moyens à acheter du gaz russe. Alors, l'Union européenne est une organisation qui travaille par consensus. Dans sa politique étrangère, c'est une politique intergouvernementale et ça veut dire qu'il faut l'accord de tous. Ce qui veut dire qu'il faut y aller progressivement. Au moment où on a pris les sanctions, on ne pouvait pas dire du jour au lendemain, on coupe tout, parce que ça mettait à mal l'économie d'un certain nombre de pays. Mais par contre, on y arrive. Petit à petit, maintenant, dans le 19e package de sanctions, on va interdire les achats de gaz et on va surtout, et ça c'est quelque chose qu'on dit trop peu, on va élargir les sanctions secondaires vis-à-vis des pays qui continue d'acheter et de réacheminer ou de raffiner les produits pétroliers russes. Frédéric Moreau, pour terminer, parce que j'aimerais quand même revenir sur les déclarations de Donald Trump, c'est vraiment le focus de cette partie-là aussi. Selon vous, est-ce qu'elles atteignent les Russes ? Est-ce qu'elles atteignent Vladimir Poutine, ces déclarations ? Est-ce qu'on a peur de ces déclarations ou aucunement ? Vous avez sans doute observé que les réactions au Kremlin sont très très modérées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Enfin, je veux dire, c'est le même Donald... Ils savent que peut-être que la semaine prochaine, Donald Trump les soutiendra. C'est le même... dans les déclarations. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois, 2 mois, c'est le même Donald Trump qui disait que l'Ukraine devait faire des concessions territoriales, qu'on envisageait des échanges territoriaux. Vous vous souvenez de ça ? Aujourd'hui, il dit que l'Ukraine non seulement peut récupérer ses territoires, mais même aller au-delà. C'est ça. Bon, vous avez dit le mot juste, c'est dingue. Il est dingue. Voilà. On terminera là-dessus. Merci à tous les deux, Frédéric Moreau et Kurt Engelen, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Nico, quant à